Monsieur Selim, donc vous n'êtes pas enfant du canal, mais votre famille est une famille canaliote. Alors pourquoi et comment? Expliquez-moi. Oui, tout à fait. Comme vous dites, on est une famille canaliote parce que du côté de mon grand-père paternel, ou mon père qui est originaire de la ville de Port Saïd, ma mère et toute sa famille qui est originaire de la ville d'Ismaïlia. Donc nous avons un peu grandi dans cette culture canalios, si je me permets de dire comme vous me le dites. Et tous les souvenirs, euh, toutes les histoires, ce qu'on entendait sur le canal de Suez et la vie à l'époque, parce que quand même, il y avait une grande communauté française qui travaillait dans le canal de Suez, et tous nos amis jusqu'à maintenant, qui sont un peu partout dans le monde, ont un rapport avec toute cette ville, toute cette vie ismaéliote, ou la vie des habitants de Port Saïd. Vous avez, je crois, une grand-mère française, alors, du côté maternel. Alors comment ça s'est fait? C'est dans le cadre du canal que a rencontré un Égyptien? Alors c'est un pur hasard, parce que mon grand-père, quand il est parti faire ses études de médecine à Paris dans les années 30, il a connu ma grand-mère, il y a eu une histoire d'amour, et ensuite ils se sont mariés en France, et ils sont venus en Égypte pour faire un deuxième mariage. Donc elle a vécu vraiment dans une ville, la ville d'Ismaïlia, qui berce dans la double culture et beaucoup plus dans la culture française. Donc c'est un pur hasard, ce n'est pas lié au personnel du canal. Alors, revenons au canal. Est-ce qu'il y a des gens dans votre famille liés au personnel du canal ou non? Non, non, je n'ai, à ma connaissance, non, il n'y avait personne qui est lié directement, mais au début des travaux du canal de Suez, mon arrière-grand-père maternel faisait partie des personnes qui fournissaient le matériel, qui fournissaient tout ce qui était lié aux travaux avec Ferdinand de Lesseps. C'est une tradition familiale, et on a gardé toujours des contacts avec les anciens d'Ismaïlia un peu partout, que ce soit en France ou au Canada ou aux États-Unis. C'est toujours une tradition. On peut creuser un petit peu cette histoire, parce que c'est très rare, hein, cette sorte d'idée que il y aurait un arrière-grand-père, hein, qui a fourni, hein, parce que qu'est-ce qu'il faisait, cet arrière-grand-père? Est-ce qu'on le sait dans la famille? Il était entrepreneur, donc il est originaire du Sinaï. Donc il est arrivé dans la ville, dans la région, parce qu'on ne peut pas dire la ville d'Ismaïlia, ça n'existait pas à l'époque. Il fournissait tout le matériel pour les travaux du canal de Suez. Et ils encaissaient ça à l'époque, ce qu'on m'a raconté toujours, ils encaissaient ça avec des pièces en or. Et qu'est-ce qu'elles sont devenues, ces pièces en or? Ah il y a des bah, histoires autour de ces pièces en or? oui, il y a plein d'histoires, mais bon, je pense qu'il y en a une aussi assez récente, parce qu'il a toujours dit avant sa mort, il avait dit à mon grand-père maternel qui s'est marié avec ma grand-mère française, il avait dit: il y a une des jarres que j'ai récupérées après les travaux du canal de Suez, que je n'ai jamais trouvée dans la cour de la maison. On avait une grande maison, je pense, et qui était vraiment au centre-ville. Il y avait 80 pièces dans cette maison. Et il a dit: j'ai jamais trouvé les pièces en or. Et ça a été toute une histoire dans la famille, on en a reparlé. Nous, en tant que gamins, à l'âge de 10 ans, on voulait aller récupérer ces pièces en or. Ma sœur et moi, on en a parlé souvent. Et un beau jour, ma mère nous dit le matin, en allant à l'école: on a trouvé la jarre avec les pièces en or. Donc, c'était un peu aussi l'énigme de la famille, si vous voulez, cette anecdote. Mais je pense que c'est vrai, parce que j'ai rencontré 20 ans après une personne qui m'a dit: j'ai trouvé des pièces en or en faisant des travaux à la ville d'Ismaïlia. Et j'ai tout de suite fait le rapport que c'était les mêmes que mon grand-père avait égarés quelque part dans sa cour. Est-ce que les relations étaient bonnes entre les Français et les Égyptiens, ou est-ce qu'il y avait des tensions? Je pense qu'elles étaient bonnes, je suppose. Je n'ai pas connu cette époque, mais de par ce qu'on me raconte, les relations étaient bonnes. Il y avait toute une communauté, les gens vivaient agréablement. Il y avait tout un mode de vie. C'était la belle vie, d'après, si on peut résumer. C'était la belle vie, d'après ce que tout le monde me raconte. D'ailleurs, quand il y a eu les guerres et que toute la famille s'est installée au Caire, ils ont choisi le quartier d'Héliopolis, parce que ça rappelait un peu cette vie
qu'on avait autrefois dans les villes du canal de Suez. On berçait dans une double culture ou plusieurs cultures. Et il y a beaucoup d'Ismaéliotes et de gens des villes du canal qui se sont installés à Héliopolis. À cause du lien. À cause du lien, il y avait toujours cette double vie, cette double culture, et ça rappelait énormément la vie avant-guerre. Je sais que c'était très, très, très organisé en matière de quartier, si vous voulez, parce qu'il y avait le quartier grec, le quartier, je ne sais pas, des personnes plus anciennes que moi pourraient vous le dire, mais je sais qu'il y avait le quartier grec, il y avait les Français, il y avait les Italiens, il y avait le quartier arabe. Et d'ailleurs, même quand on va à Port Saïd, il y a le quartier arabe, le quartier grec. C'est toujours cette même forme de vie. Comment est-ce qu'ils coexistaient? Je ne pourrais pas vous être très bavard sur ce sujet, mais je pense que il y a encore ce regret et cette nostalgie, parce que quand on voit les personnes qui vivaient dans les quartiers arabes, ils disaient oui à l'époque des Français, oui à l'époque des Français, oui les Français. D'ailleurs, dans la famille, on a encore quelques personnes qui servent la famille, qui ont connu cette époque et qui le regrettent encore. Ah oui. Oui, oui. Et qui même, ils parlent, ils ont un petit vocabulaire français aussi qui est très, très lié à la vie qu'ils avaient à l'époque. Donc, ils ont quelques expressions, ils comprennent ce qu'on dit, ils ont vécu dans cette double culture, si on peut dire. Eux-mêmes, ils y ont participé, et ils ont des expressions françaises qui oui, tout à fait d'origine arabe. Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a des histoires que vous nous avez racontées. Alors, sur votre vécu personnel, alors, parce que vous êtes arrivé au Caire quand de la famille la famille est arrivée au Caire, ils se sont installés, si on peut dire, définitivement en 67. Oui. Donc. Et alors pourquoi ils sont partis à cause de la guerre? À cause de la guerre, oui, oui, parce que. Et je me rappelle en 73, juste après la guerre, à l'époque j'avais 5 ans, parce que je suis né juste après l'arrivée de la famille au Caire. Et en 73, on est allé à Ismailia pour voir qu'est-ce qui restait de tous les souvenirs de famille, la maison, les quartiers et tout. Et je me rappelle, c'était une ville fantôme. Notre maison était presque intacte, mais c'était la ville fantôme. J'ai encore ce souvenir. Il n'y avait pas une âme dans les rues. Il n'y avait que nous avec la voiture. On se déplaçait pour voir un peu ce que c'était devenu à droite et à gauche. Et je les entendais parler, la famille bien sûr, parce qu'à l'époque, pour moi c'était... Et vous n'aviez que 5 ans et ça vous... Ah oui, ça me marque encore. Ah oui, j'ai même les sons qu'on entendait rarement dans la rue, c'était un désert total. Oui. Ça m'a vraiment marqué. La période de 56-67, vos parents, vos grands-parents en parlent de ça? Oui, ils en parlent, mais ils en parlent en évoquant tout ce qui s'est passé pendant la guerre de 56, pendant la guerre de 67, l'état de la ville, les bombardements. Il y a toujours cette partie assez... Est-ce qu'ils ont conservé, ils conservent encore des souvenirs? Vous avez une maison encore à Ismaïlia? Oui, on a une maison, la maison de la famille, oui, tout à fait. D'accord. Et il y a donc des souvenirs, des photos, est-ce qu'ils ont fait des films ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des objets sur... Je pense, oui, nous avons énormément de photos liées à cette époque. Nous avons quelques films qui ont été tournés à l'époque, je pense, en V8. Oui. Oui, il y a pas mal de choses. Oui, nous avons une armoire entière pleine de photos de cette époque. D'accord. Oui. Et alors, parmi les souvenirs que vous avez, enfin, dans les traditions, dont je pense que votre mère en parlera aussi, il y a aussi ce grand-père qui a été député d'Ismaïl. Oui, tout à fait. Qui est la ville de création, la ville où les frères musulmans ont été créés. Tout à fait. Mon grand-père était le député des villes du canal de Suez au Parlement. Votre grand-père avait quoi comme fonction? Il était médecin, il était gynécologue. C'était le gynécologue de la ville d'Ismaïlia. Et ensuite, il a été député à partir de 1948, si je me rappelle bien, parce que son frère l'avait été député de la ville avant lui.
son frère aîné. Donc ça a été un peu dans la famille, si vous voulez. Ah oui. Et j'ai le cousin de ma mère qui est pas loin des 100 ans, et il a encore les souvenirs du Parlement, des élections, et qui avait gagné, et toutes ces... Il vous en parlait de tout ça? Oui, oui, il m'en a parlé. Il y avait un déjeuner, un petit déjeuner de famille, si vous voulez, il y a quelque temps. Il m'a raconté un peu cette époque, et les souvenirs, et tout ce qui en suit avec les frères musulmans, et comment ça s'est passé à l'époque, et comment ils ont grimpé au pouvoir, si vous voulez, indirectement. Oui. Et alors, par exemple, à votre avis, est-ce que si, enfin, c'est un avis, je comprends, c'est un peu difficile à répondre, mais s'ils sont créés à Ismaïlia, c'est pourquoi? Parce que c'est le hasard, ou est-ce que il y avait pas? Il était professeur, le créateur des frères musulmans, qui est Hassan el-Banna, il était professeur de calligraphie dans une école à Ismaïlia, mais lui, il est originaire de la ville de Mahmoudeya, plutôt dans le delta, l'ouest du delta. Donc, il s'est un peu implanté là. Bon, il y a plein d'histoires autour. Hein. C'est pourquoi là? Parce qu'il y avait les Anglais qui l'ont beaucoup soutenu, qui l'ont beaucoup aidé pour qu'il mette son projet en valeur. La famille l'a aidé financièrement, en pensant que c'était quelqu'un qui avait uniquement un but religieux et loin de la politique, et que c'était pas... Oui, par souci religieux. Voilà, par souci, par compassion, par... D'accord. Et donc, on a le sentiment que ce sont les Anglais, dans le cas précis, qui l'ont aidé, quoi. C'est ce qu'on... Oui, c'est la partie politique plutôt... Le premier chèque qu'il a reçu, c'était un chèque de 500 livres, et c'était directement par les Anglais pour mettre son projet en valeur. Oui, donc, ça se dit encore, et c'est connu dans l'histoire. Oui. Connu dans l'histoire, d'accord. Et est-ce que, plus largement, autour de ça, il y a des traditions orales dont vous aviez entendu parler autour du canal, même de la construction du canal, puisque votre arrière-grand-père a été le fournisseur de Lesseps. Est-ce que, par exemple, la famille aurait été invitée à l'inauguration du canal? Certainement à l'époque, mais comme on n'a aucun souvenir concret de cette époque... mais il n'y a aucune tradition là-dessus? Je ne pense pas. De mémoire, je ne pense pas. Peut-être ma mère ou mes tantes pourront vous développer un peu ce sujet, parce qu'elles sont un peu plus proches de cette période que moi-même. Mais de mon côté, je n'ai pas la connaissance. Oui. On découvrira ça peut-être avec... ensemble. C'est ça. Donc, de Lesseps, il reste les pièces d'or. Le souvenir des pièces d'or. On ne les a jamais vues parce qu'elles ont été emportées par... Mais pour un enfant, des pièces d'or dans une jarre... Oui, c'est les romans de... Ah oui. C'est Ali Baba et les 40 voleurs. Voilà, exactement. Et on était persuadé que ça existait. Et mon père, comme il est un peu bricoleur et il a un peu ses idées, il est pilote de chasse, donc il a trouvé chez un ami anglais un détecteur de métal à l'époque. Et on a pris le détecteur de métal, on est allé à la porte de la grande maison, et il a dit, on va essayer de chercher dans la cour si on pourrait éventuellement trouver ces pièces d'or. Le gardien n'était pas là, il n'y avait pas la clé, il était tard le soir, et on est parti bredouille. Et on a encore l'appareil, le détecteur des métaux. Mais c'est un souvenir, je pense, qui va marquer longtemps, cette histoire des pièces d'or de Lesseps. Ah oui. Et c'est une histoire qui est transmise normalement dans la famille. Ah oui, mais on en parle encore tous les quelque temps. Ah oui. Oui. Et je vois encore, parce qu'on allait chez un cousin qui habitait en face, il y a un énorme palmier dans la cour, on voyait le palmier, et ma mère me disait, les pièces d'or sont sous ce palmier. Alors je n'avais qu'une hâte, c'est d'aller dans cette maison trouver les pièces d'or. Mais bon, ça, c'est la destinée. Oui, c'est ça. Et alors, on verra. Vous n'avez... Oui, donc vous avez... Toute votre carrière a été faite au Caire, donc... à Héliopolis, oui. À Héliopolis, oui, d'accord. Donc, j'ai grandi chez les Jésuites du Caire,
Et je pense que pour aller chez les jésuites, ils ne voulaient pas m'admettre pour des raisons administratives quelconques. Et le père jésuite qui est allé pour mon inscription, c'était un des anciens pères jésuites qui était à Ismaïlia. Je pense qu'il s'appelait le père Fort. Et, et c'est grâce à lui que je suis allé, j'ai été admis chez les jésuites du Caire. Ah oui. Ouais. Oui, 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 oui. Et il y a pas mal aussi de personnes, les enfants du personnel du canal, qui étaient chez les jésuites du Caire et qui étaient à Une sorte de solidarité. En Oui, oui, quelque oui, sorte, je vous entre- dis, qui se souvenaient. Héliopolis, Ismaïlia, les jésuites, tout ça, c'est assez, Ah oui, donc tout assez ça c'est lié. lié. Oui, Oui, oui. oui, oui, oui. Et vous avez aussi le docteur Whitfoot, qui est un grand médecin à Paris. Bon, maintenant il pratique plus, mais qui venait il a grandi à Ismaïlia. Et son père travaillait au canal de Suez. Et on en parlait l'autre fois avec son fils. Et son fils était très content de garder cette tradition, que les anciennes familles se connaissent encore et qui a encore ces rapports. Lui, il habite à Paris, si vous voulez. Vous pourrez aussi avoir son témoignage, qui est très intéressant. Ah oui, oui, oui. Ouais. Oui, oui. Oui, ben, Et son épouse, qui est de la famille Roux, a habité aussi à Ismaïlia et ils habitent à Paris actuellement. Son état de santé n'est pas, n'est pas très bon actuellement, mais lui, il pourrait aussi vous... et donc, cet esprit ismaéliote, d'une part, on comprend, c'est l'esprit d'une, disons, est-ce que c'est un peu un esprit de mélange des cultures égyptiennes, françaises, peut-être avec d'autres influences? oui, beaucoup plus influencé par le côté français Oui, que le côté égyptien. d'accord. Donc, c'est pour dire aussi, même dans les écoles du canal, dans les écoles à l'époque du canal, il n'y avait pas la langue arabe qui était enseignée. Donc, il fallait passer le bac arabe qui était différent du bac français. Donc, c'était tout un système. C'était très, très prononcé, ce côté Ah oui, français dans les villes du canal de Suez. Oui, oui. Par les écoles, par Et alors, justement, les est-ce que ça communautés. vous pose, en tant qu'Égyptien, ça posait pas quelques problèmes il fallait... Je pense à l'époque, ça en posait moins qu'aujourd'hui. D'accord. Certainement, oui. À l'époque, c'était naturel. D'accord, oui, oui. Oui. Oui, oui, mais le pays était... Enfin, il y avait les Anglais, par ailleurs. Et donc, de ce point de vue-là, vous appreniez pas l'anglais? Ils apprenaient l'anglais à l'école, Oui. mais le français était. Ils commençaient à le parler à la maison. D'accord. La langue française, quand même, ça reste la langue de la culture, une langue. Je pourrais pas dire que l'anglais, c'est commun, la langue anglaise, mais bon. Mais le Pour vous, français, c'était, oui. oui, le français, c'est un savoir-vivre. La langue oui. française, c'est un savoir-vivre. Ce n'est pas uniquement une langue, c'est une culture, un savoir-vivre. Différent de l'anglais qui a ses points forts. D'accord. Est-ce que, alors justement, puisqu'on parle de ça, est-ce que, à cause de la rivalité franco-anglaise, est-ce qu'il y avait donc certains sentiments, j'allais dire, de méfiance vis-à-vis de la culture anglophone Non. Non, parce que elle n'était pas très envahissante dans les villes du canal de Suez. Elle était, je ne peux pas dire inexistante, elle était là, mais c'était vraiment, c'était pas un souci parce que le français était bien imposé, c'était la langue. Alors, à plusieurs reprises, on a parlé des autres communautés, bon, les communautés égyptiennes et françaises, mais des Grecs, des Italiens, les Juifs, Les Syro-Libanais aussi, les qui étaient. Syro-Libanais. Bon, tout ça, comment est-ce que ça fonctionnait? Par exemple, à Ismaïlia ou à Port Saïd C'était assez, je pense, d'après ce que j'ai entendu dire, c'était vraiment qui faisait quoi et qui quoi. Donc il y avait comment dirais-je, pas des niveaux sociaux, mais chacun avait un peu sa vie communautaire, si vous voulez. D'accord. Donc les gens ne se mélangeaient pas énormément comme on pourrait le faire aujourd'hui. Oui. C'est très communautaire. Et donc il y avait les ouvriers, il y avait les ingénieurs, il y avait les directeurs, il y avait tout ce monde. On vous a raconté, il y a des traditions ou non sur ces rapports entre les communautés. Donc vous dites ce cloisonnement. Est-ce qu'il y avait, par exemple, les Syro-Libanais, est-ce qu'ils avaient
une fonction particulière, outre les niveaux sociaux, ou non? Il y avait les ouvriers, il y avait le petit personnel, si vous voulez. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait les directeurs, qui est quand même la classe. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Qui faisait quoi exactement, je serais incapable de vous le dire. Non, c'est plutôt une génération avant qui serait plus Voilà, apte c'est ça. de. Voilà. Alors, Monsieur Selim, votre arrière-grand-père a été le fournisseur de Ferdinand de Lesseps. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous savez, est-ce qu'on vous a raconté ce qu'il fournissait? Oui, c'était un peu, si vous voulez, si on peut dire, c'était Monsieur Bouygues de l'époque. Il fournissait les pioches, les couffins, les dromadaires, le personnel qui travaillait à même la terre pour les travaux du canal de Suez. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est lié à l'histoire des pièces en or. Donc, Et alors, qu'est-ce qu'il faisait? Enfin, votre grand-père, qu'est-ce qu'il était? D'où il venait? lui, il Qu'est-ce était qu'il originaire du Sinaï. Donc, la famille est originaire du Sinaï et ça remonte encore plus loin parce qu'ils sont originaires de la Bosnie, Oui. Bosnie-Herzégovine, toute cette région-là. D'ailleurs, la plupart si on peut dire, des Égyptiens de la ville d'Ismaïlia sont originaires du Sinaï. Et une grande partie des gens originaires du Sinaï, ils viennent de la Bosnie avec les armées de Mohamed Ali à l'époque. Et ils venaient d'Albanie et toute cette région est européenne. Ah bon, alors là, vous faites quelque chose d'étonnant. Vous voyez, est-ce vous savez ça comment, hein, qui venait de la Bosnie, de Mohamed Ali? Ce sont les archives les archives orales de la famille, si vous voulez, parce que ils sont blonds. Il y en a qui sont blonds aux yeux bleus, et donc c'est pas vraiment les traits des Égyptiens ou des originaires de la région. Vous avez des gens qui ont des physiques proches de l'Europe de l'Est. Même le nom c'est pas vraiment un nom arabe ou un nom de la région. La famille s'appelle la famille El Zamlout. El Zamlout, on n'a pas su. Bon, on nous a dit que ça voulait dire le voleur d'huile ou des trucs comme ça, parce qu'il y avait des jarres d'huile à l'époque. Mais bon, c'est les légendes aussi. Mais comme mon arrière-grand-père était entrepreneur dans le Sinaï. À l'époque, les entrepreneurs, c'était à dos de chameau et les pioches et les couffins. Ils sont venus pour trouver du travail dans la région d'Ismaïlia, dans la région du canal de Suez. Et c'est pour ça qu'il a servi de fournisseur aux travaux du canal de Suez. Ah, voilà. Donc ça, c'est la partie qui nous explique comment on s'est installé dans les villes du canal de Suez au départ. Et donc il était bien installé avant l'arrivée de Ferdinand de Lesseps, et donc tout à fait normalement, c'était le gros entrepreneur du coin. Tout à fait. Et donc Lesseps s'est tourné vers lui. Tout à fait. Tout à fait. Donc, et c'est resté un peu dans la tradition aussi, parce qu'il y a des grandes entreprises égyptiennes qui sont les Arab Contractors, et qui est un cousin de mon grand-père aussi. Donc, c'est une énorme société de nos jours aussi, qui est dans les travaux publics et dans tous les grands projets d'Égypte, d'Afrique, du Moyen-Orient. Donc, c'est un peu dans la famille ce côté entrepreneur à l'époque des chameaux, qui remonte à l'époque, pardon, des dromadaires aussi. Oui, donc, oui. voilà, ça c'est la petite histoire. Voilà. Et est-ce que vous vous rappelez à partir de quand vous avez eu cette idée, cette histoire, que vous aviez un arrière-grand-père qui avait travaillé? Est-ce que vous vous rappelez à quel moment on vous l'a raconté? Tout à fait. Quand je suis allé pour la première fois à Ismaïlia, c'était juste après la guerre, avec ma famille maternelle. On était dans une voiture tous entassés, parce qu'à l'époque, d'avoir une voiture et prendre la route, c'était un grand luxe. On y allait en 3-4 heures, et c'était pareil pour le retour. Aujourd'hui, on fait ça en 45 minutes ou une heure. On s'est mis devant l'hôpital des autorités du canal de Suez, là où il y a le bac numéro 6 qu'on appelle Nemrasetta. Et ma tante expliquait un peu ce qui se passait à l'époque de la guerre. Il voyait l'armée israélienne de l'autre côté du canal, et elle a raconté cette histoire que l'arrière-grand-père, c'était l'entrepreneur de Ferdinand de Lesseps.
Donc elle a dit, on a entendu dire qu'il se passait ça, 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 ça. Donc ça m'est resté quand même en mémoire parce que ce sont des moments forts quand même, qui marquent les familles et qui se transmettent de génération en génération. Voilà.